C'est dans des pays comme les États-Unis où un milliardaire peut racheter un réseau social, décider de supprimer du jour au lendemain les comptes de journalistes qui enquêtaient sur son entreprise. C'est 4000 livres interdits dans des écoles. Et l'interdiction d'une chaîne télé en France, par exemple? Ah, vous me direz qu'elle n'est pas interdite. Je pense pas que le français moyen aujourd'hui ait l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer et donner son opinion. Enfin, ah bon? On invente sans cesse des phobies à répétition. Si vous constatez pas qu'on nomme désormais transphobie le fait de refuser de constater qu'un homme puisse accoucher. Trump a changé la face du monde. Vrai. La démocratie ne fonctionne plus. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a une crise de régime partout dans le monde occidental et on ne sait plus exactement ce que veut dire la démocratie. Faux, elle fonctionne encore. Macron, c'est l'anti-Trump. Plus ou moins. Faux. Mathieu Bock-Côté, 44 ans, québécois. Je suis chroniqueur éditorialiste sur CNews, chroniqueur au Figaro, chroniqueur au journal au JD News, chroniqueur au Journal de Montréal, de même que sur LCN et Cube Radio au Québec. J'ai enseigné pendant longtemps et je suis l'auteur de quelques livres. Trump ne défend pas la liberté d'expression. Il la défend, il conteste ceux qui voulaient l'anéantir, mais il n'est pas étranger lui-même au principe de censure, je crois. Ouais. Le wokisme, c'est fini. Ah non, faux. Ouais, faux. L'extrême droite est un plus grand danger que le wokisme. J'ai consacré tout un ouvrage à expliquer que le concept d'extrême droite n'avait aucun fondement intellectuel, donc ce sera ma réponse. Très compliqué dans le contexte actuel, je dirais vrai. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis créateur de contenu politique sur Instagram sous le nom de Arthur en mieux et j'ai un podcast, La politique en mieux. Je suis passionné de politique américaine en particulier, au-delà de la politique française et européenne, d'histoire et politique américaine pour être plus précis, et je sais que Mathieu Bock-Côté est un fin connaisseur de la politique américaine, qu'il a une vision de l'autre côté de l'Atlantique qui apporte des choses au débat, même si je peux être en désaccord évidemment sur de nombreux points avec lui. Trump montre des signes de fascisme. Non, faux. Vrai. La France aurait bien besoin d'un Trump. Non, faux. L'Europe est en passe de sortir du jeu des puissances. Vrai. Faux. Macron se ridiculise à l'international. Non. Faux. Nous pourrions assister de notre vivant à la Troisième Guerre mondiale. Vrai. Vrai. L'Europe doit s'inspirer de la politique anti-immigration de Trump. L'Europe doit définir sa propre politique de résistance à l'immigration massive. Faux. Trump est un mauvais négociateur. J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas exactement si c'est un négociateur de génie ou un homme absolument improbable. Mais quoi qu'il en soit, on verra dans 2 ans. Je dirais faux. Les médias mainstream sont plus fiables que Trump. Faux. Ouais. La relation Poutine-Trump fait craindre le pire. Ah, vrai. Ouais. Le travail d'Elon Musk est antidémocratique. Faux. Ouais. Un président qui partage une fake news, ça n'est pas la fin du monde. Ça dépend ce qu'on entend par fake news aujourd'hui. Je dirais faux. La France n'a plus la puissance d'être à la table des discussions. Faux. Et l'alarme nucléaire. Un Trump pourrait être élu en France, selon vous. La France a sa propre tradition de leader plébiscitaire et elle n'est pas trumpienne. Faux à court terme. Le danger géopolitique est réel. En soi, oui, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Ah, vrai, L'élection de Donald Trump a rebattu toutes les cartes à l'échelle du monde, au point de provoquer une crise géopolitique majeure entre la Russie, l'Europe et les États-Unis. Gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. En plus de cela, le président américain a une influence grandissante dans les médias, que ce soit français ou les plateformes de réseaux sociaux, au point d'avoir un impact significatif en France. On a voulu réussir à traiter la question aujourd'hui. Cela va des raisons de son élection, aux conséquences de ses actions, jusqu'à l'impact que nous vivons au sein de la société française. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ici. Je vous en remercie du fond du cœur. C'est ça qui donne toute la valeur au travail qu'on fournit. J'espère que cette émission vous plaira. On se retrouve sur le plateau. J'aimerais qu'on commence avec la question de Trump et du bouleversement de l'ordre mondial. On a vraiment l'impression qu'on a changé d'époque en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Est-ce que toutes les cartes ont été rebattues ou est-ce que c'est un effet de poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président? Mathieu, si vous voulez commencer. Non, je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire, Donald Trump s'est fait élire sur un discours, une rhétorique qu'on pourrait appeler essentiellement centrée sur l'intérieur. Il disait qu'il ferait la paix en Ukraine, mais il allait redonner sa force à l'Amérique. Mais il s'est fait élire sur des éléments de protestation, un discours anti-système intérieur dirigé contre les élites américaines. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'assez rapidement, il s'est engagé dans une forme de nouvelle doctrine Monroe appliquée au 21e siècle, avec la prétention à constituer quelque chose comme un empire nord-américain qui va du Groenland au canal de Panama en passant par le Canada. Et il y a quelque chose dans cette espèce d'impérialisme prédateur décomplexé, quelque chose qui nous fait complètement sortir du système international tel qu'on s'en était représenté à la fois depuis 89, donc globalement depuis la chute du communisme, mais aussi depuis 1945. Donc on entre dans une période nouvelle. Cette période, je pense, c'est l'espèce de retour des empires. D'un côté, la Russie, la Chine, les États-Unis, d'autres à venir. Et j'ai l'impression que c'est la traduction politique de ce qu'on appelait autrefois le choc des civilisations. On entre dans une logique nouvelle.
Ce qui allait de soi ne va plus de soi. Les règles auxquelles nous adhérions tous, tout en essayant de tricher un peu avec ces règles, souvent on le constate, ces règles ne tiennent plus. Donc on est dans un moment d'indétermination qui est à la fois chaotique, mais qui peut être refondateur si d'autres sont capables de s'en emparer. Alors, je pense qu'une partie de ce que fait Trump est totalement conjoncturelle et dépendait uniquement de lui et du nouveau paradigme qui a été créé à la droite par la nouvelle droite américaine autour de Steve Bannon, autour de cette opposition entre des globalistes et les nationalistes. Mais je pense aussi qu'il y a certaines tendances dans ce que fait Trump, qui, même si lui, dans sa façon de les exprimer aujourd'hui, sont très radicales, sont le prolongement de ce qu'on a pu voir dans la politique américaine depuis de nombreuses années. Lorsqu'on regarde la politique économique qui a été menée par Biden avec le Bidenomics, l'IRA, on voit que même s'il le faisait de façon beaucoup moins violente et en essayant de préserver toujours le consommateur américain et les relations internationales, il y avait toujours cette tendance déjà à vouloir ramener l'industrie en Amérique. Quand on voit cette tendance à se désengager de l'Europe, on voit que Obama avait déjà commencé ça avec le pivot vers l'Atlantique. On voit que c'est Obama dès 2014 qui avait mis un peu cette pression à Newport sur les membres de l'OTAN pour qu'ils puissent monter leurs dépenses à plus de 2% du PIB. Et d'un autre côté, il y a la méthode Trump qui, elle, par contre, est radicalement nouvelle et vient briser tous les codes de la diplomatie internationale, tous les codes de la démocratie américaine qui, en soi, créent un changement radical, je pense, dans la façon de concevoir les relations à la fois au sein de la société américaine et concevoir les relations avec les alliés de l'Amérique. On était dans un système multipolaire, qui se voulait multipolaire, même si en réalité il y avait une hégémonie américaine depuis une trentaine d'années. Et on voit que Trump décide de mettre ça à plat, de créer aujourd'hui simplement du bilatéralisme et d'accepter l'idée que toutes les nations ne se valent pas, tous les États ne se valent pas et que certains sont au-dessus des autres. Je pense que ce qui est vrai, va... selon toi ? Je pense que c'est comme à chaque fois pareil avec le droit. Il y a un état de fait qui existe dans la nature et ensuite le droit qui essaie de corriger et de créer une fiction au-delà de cet état de fait. Et tant qu'on accepte tous que cette fiction existe, elle a du sens. Il y a des choses, l'État n'existe pas, c'est pas quelque chose qui existe. Il existe uniquement parce qu'on s'est chacun mis d'accord, qu'on nous a mis dans l'esprit que l'État existait. À partir de là, on accepte cette réalité. Ainsi, il existe un État français. Je pense que c'est très bien comme ça. Hein. L'être humain fonctionne comme ça. Le cerveau des sapiens fonctionne très bien comme ça. Par contre, je pense que la brutalité avec laquelle Trump crée aujourd'hui de nouvelles formes de relations, ça, par contre, est à la fois mauvais pour l'Amérique à long terme et à court terme pour l'ensemble de la communauté internationale. Si je peux me permettre, effectivement, il y avait le tournant a été engagé depuis longtemps, en fait, c'est-à-dire le basculement vers le Pacifique. Sous Obama, c'était déjà acté. Il y a eu une forme de parenthèse Biden, parce que Biden était un homme du 20e siècle. Biden, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est aussi spontanément engagé dans le conflit en Ukraine, parce qu'il y voyait la reconduction de l'affrontement entre la Russie et l'Amérique tel qu'on a pu le voir au 20e siècle aussi. Donc le basculement stratégique, géopolitique était acté déjà. Chez Trump, effectivement, il y a une différence de méthode, mais ça va au-delà de la différence de méthode. Et je ne veux pas centrer la chose exclusivement sur ce qui se passe de mon côté de l'Atlantique, mais lorsqu'il dit « nous allons nous emparer du Groenland d'une manière ou de l'autre ». Le Groenland appartient pour l'instant au Danemark. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il n'exclut pas la possibilité d'une occupation armée du Groenland. Donc, il envisage la possibilité d'une occupation armée d'un pays de l'OTAN, de l'alliance militaire qui est la sienne. Quand il parle du Canada, il mène une guerre commerciale intense. On cherche à comprendre les repères de cette guerre. On comprend la logique. C'est la réindustrialisation américaine. Il sous-estime la profondeur de l'intégration économique nord-américaine depuis la fin des années 80. Mais lorsqu'il dit « nous voulons vous annexer », toute la classe politique canadienne au début a dit c'est une blague. Bon, d'accord, c'est une bonne blague de Trump, mais puisque la blague dure sur 3 mois, 4 mois, certains, même les plus sceptiques, commencent à se dire est-ce qu'il y a dans son esprit quelque chose qui relève de l'intention là-dedans? Est-ce qu'à terme, il est dans cet état d'esprit qu'un État occidental aussi ouvert, et l'empire de notre temps, l'empire américain, remettre en question ainsi la souveraineté de son plus proche voisin qui était dans les faits déjà partiellement annexé symboliquement aux États-Unis, mais pas annexé pratiquement, qu'il se permette une volonté annexionniste ainsi, quoi qu'on en dise, je pense que de ce point de vue, on est devant une révolution. J'interromps juste la vidéo. Si t'es encore en train de regarder et que t'es pas abonné, sache que c'est l'action que tu pourrais faire qui pourrait le plus récompenser le travail qu'on fournit ici, parce que c'est directement ça qui va nous permettre de créer des émissions encore plus intéressantes. Je vous remets dans la vidéo. Là-dessus, j'aimerais rebondir très légèrement sur ce que vous aviez dit, Mathieu. J'ai pas d'extrait précis, mais beaucoup de gens, et y compris vous dans mes souvenirs, avaient souhaité parfois l'arrivée de Trump au pouvoir. Est-ce que maintenant vous vous dédisez un peu, ou est-ce que vous avez un regard nouveau avec ce qui s'est passé, ou vous maintenez cette volonté aussi de mettre fin un peu à
cette vision mainstream des choses? Il faut distinguer les choses. C'est-à-dire que Trump, il fallait distinguer entre le personnage. Je pense que tous ont toujours convenu que c'est un personnage extravagant, mégalomane, aventurier. Donc, il fallait distinguer entre le personnage et ceux qui, par ailleurs, les électeurs, qui ont décidé de s'emparer de cette figure, en quelque sorte, pour remettre en question un discours dominant aux États-Unis. Il faut comprendre à quel point, par exemple, la révolution woke a été particulièrement violente aux États-Unis de 2020 à 2024 dans le discours public. La logique de censure qui était particulièrement agressive, l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, le racialisme à l'américaine. Donc, Trump a été l'instrument par lequel il y a eu une protestation qui s'est exprimée. Ensuite, il a sorti, une fois élu, il a sorti de sa poche de veston, en fait, un programme qui n'était pas vraiment annoncé, en quelque sorte. C'est cette révolution géopolitique qu'il annonce pour l'instant. Il faut distinguer dans tout ça les éléments. Par exemple, pour l'Ukraine, il nous dit, ça peut s'entendre, mieux vaut une paix imparfaite, une paix décevante, mais une paix néanmoins, plutôt que la poursuite d'un affrontement à la frontière de l'Europe qui peut, dans toutes circonstances, dégénérer en un choc des blocs, un choc entre les empires nucléaires. Donc ça, évidemment, ça peut s'entendre. Mais pour le reste, je crois, je ne sais pas si je le crains, mais je crois que le style Trump qui avait un effet excitant pour certains, c'est-à-dire c'était la contestation justement d'élite décadente américaine, eh bien, je pense que ce style est en train de devenir le repoussoir idéal dans le monde occidental, c'est-à-dire que plusieurs se disent ce qu'il fait en ce moment risque de contaminer l'ensemble de ses positions qui pouvaient être légitimes, donc sur l'EDI, sur le racialisme, sur l'immigration, faites la liste. Donc là, on est devant une espèce de style et de certaines orientations politiques qui se retournent contre la cause qui l'a porté. Donc ça, je pense que plusieurs le constatent aujourd'hui, peut-être pas dans ses frontières, mais assurément à l'extérieur. Alors là-dessus, je veux bien que la partie sur le wokisme soit quelque chose qu'on retient beaucoup de l'extérieur. Nous aussi, cette vision, à chaque fois qu'on essaie de nous montrer un électeur de Trump en Europe, on a tendance à aller chercher le MAGA un petit peu névrosé avec sa casquette. Faut bien se rendre compte que si Trump a été réélu en 2024, c'est certainement pas là-dessus. Lorsqu'on regarde les exit polls, on voit que les deux principaux thèmes de chaque côté du bord politique américain, du côté démocrate, c'était la sauvegarde de la démocratie. On a environ un tiers des Américains qui ont voté sur ce thème parce qu'ils avaient peur pour leur démocratie. Et parmi ceux-là, 9 sur 10 ont voté pour Harris. Et on voit que de l'autre côté, c'était l'économie. Un tiers des Américains ont voté sur des enjeux économiques et que là aussi, 9 sur 10, c'était pour Trump, simplement parce que l'inflation a ravagé la classe moyenne américaine sous les années Biden, au-delà de performances économiques qui étaient bonnes. Aussi quelque chose qu'on a constaté dans d'autres pays européens, là où l'inflation est passée, elle a véritablement ravagé les classes politiques. Au Royaume-Uni, les conservateurs ont perdu face au Labour. Merkel est partie avec un bon bilan et pourtant le SPD a été élu. En France, on voit bien que le gouvernement au pouvoir a dû démissionner. On voit comme ça plusieurs défaites en Occident liées à la situation économique. Et clairement, aux États-Unis, c'était ça. Tous les enjeux liés à l'immigration, à l'avortement, évidemment, pouvaient avoir joué un petit peu, mais c'est pas eux qui ont été décisifs dans la réélection de Trump. Si je peux permettre, je suis en désaccord complet avec votre analyse. Ah ouais, par exemple, l'avortement, 4% des Américains... Je parle pas de l'avortement, je parle d'immigration et wokisme. 10% des Américains environ ont dit, selon les exit polls, que c'était extrêmement important pour eux. Par exemple, lorsqu'on regarde dans certains États qui ont voté Trump, qui ont voté Trump à la présidentielle, on voit que le même jour, il y avait des votations ou référendums concernant l'avortement et l'inscription de l'avortement ou non. Plusieurs États ont à la fois voté Trump et voté pour l'avortement. Par exemple, le Montana, le Missouri, l'Arizona, la Floride ont voté. Mais vous faites un amalgame étrange en ce moment, c'est-à-dire que vous mettez dans la même catégorie avortement, wokisme et immigration. L'avortement est une cause qui est portée par une frange très particulière de la droite américaine et qui n'engage pas l'ensemble de la mouvance conservatrice. Ça relève quand même de l'ensemble des questions sociétales. Mais ce n'est pas elle qui était déterminante. D'ailleurs, la plupart des Américaines, même à qui on a voulu faire peur avec ça, on dit un instant, dans les faits, c'est ramené au niveau des États, donc on va pouvoir effectivement voter dans des référendums pour consacrer le droit à l'avortement. La question du wokisme a été la grande question polarisante, c'est-à-dire que derrière, je pense que ça doit bien faire 60 ans que les sondeurs cherchent à nous expliquer chaque fois que it's economy stupid, selon la formule des années 90. Mais c'est pas vrai. La politique relève du domaine passionnel et la question woke est la question qui était capable de politiser un nouvel électorat, de transformer un choix électoral en choix dans leur esprit souvent révolutionnaire, d'être capable de mobiliser des catégories nouvelles de l'électorat. La question de l'immigration est la question qui a permis à Trump dès 2015-2016, que dis-je, ça lui a permis d'émerger. Trump au moment où il perce véritablement
pour le moment, son premier mandat, en fait, de réussir à gagner l'investiture républicaine, c'est sur la question de l'immigration quand il impose son thème. En 2016, je pense, le Bill de Wall, ça a été le plus encore maintenant, quand on a vu, vous noterez à quel point, d'ailleurs, dans le fameux débat, sa position qui était un peu loufoque, pour ne pas dire autrement, they're eating the dogs, they're eating... Bon, ça, c'était loufoque. Mais le fait est que la question de l'immigration était la question polarisante par excellence, et nous sommes dans des temps polarisés. Et transformer l'électeur en simple contribuable exaspéré consiste à sous-estimer la part passionnelle du champ politique. L'économie peut être passionnelle, hein, c'est bien ce qu'on voit à chaque fois, la différence qu'il y a entre la pocket économie, où en réalité on voit aujourd'hui que la situation des Américains est plutôt bonne, on voit que l'économie sous Biden a été florissante, mais c'est véritablement l'inflation qui a fait mal. Il n'y a pas de sondage, j'ai pas de chiffre aujourd'hui qui me permet de dire que si les Américains ont voté pour Trump en 2024, c'est sur... D'ailleurs, quand on demande aux Américains l'image qu'ils ont de Trump, c'est globalement une mauvaise image. Ils pensent que l'homme est un peu détestable sur certains points, qu'il ment. Oui, c'est certainement pas des MAGA passionnés qui ont fait élire Trump. Or, c'est les MAGA passionnés, eux, sont effectivement sur cette ligne. Non, vous allez trop loin. Par contre, il y a, je veux bien l'admettre, une défaite de l'identity politics. Ça, je pense que 2024, c'était la défaite de l'identity politics. Du côté démocrate, on a bien vu que ramener Beyoncé sur scène quand on essaie de parler à la classe moyenne et qui a perdu en pouvoir d'achat, c'est pas la solution. Donc, et ça, on l'a vu qu'on a vu que Trump sauf que vous pouvez sortir tous les exit polls que vous souhaitez, c'est une donnée parmi d'autres de l'analyse. Je vais vous citer par exemple les travaux de Christopher Caldwell. C'est pas les seuls. Mais Caldwell, par exemple, documente bien de quelle manière la stratégie républicaine, pour être capable, notamment dans, vous savez, la place du football américain dans la culture américaine, les publicités qui étaient ciblées pour être capable de, pendant les matchs de football collégiaux et ainsi de suite, c'était des publicités qui rappelaient, par exemple, l'adhésion de Kamala Harris au changement de sexe pour les prisonniers, de mémoire. Bon, et ça, la question, par exemple, de l'identité de genre, a été une question très polarisante et qui fait basculer, en fait, beaucoup d'électeurs, qu'on pourrait dire soit des indépendants, soit des centristes ordinaires, qui se demandaient finalement, parce que moi, la catégorie d'électeurs trumpistes que je trouve intéressante, encore ça a changé depuis quelques semaines, ce ne sont pas les trumpistes enragés. Ça, c'est une catégorie. Ceux qui sont intéressants sont ceux qui votaient pour Trump sans passion ni hésitation. C'est-à-dire, et avec une part d'inquiétude, mais ils se disaient néanmoins, on a un parti démocrate qui a complètement perdu la tête, et dès lors, nous avons la possibilité de secouer le système, d'autant que les élites, globalement, ont fait faillite. On peut expliquer aux gens que la situation économique n'a jamais été aussi bonne s'ils subissent l'inflation, s'ils subissent dans leur vie quotidienne une situation désespérante. Ben, on peut leur expliquer que la réalité, c'est que l'économie ne va pas bien si la classe moyenne s'effondre. C'est ce qu'on a vu. Si par ailleurs, il y a les effets de la désindustrialisation qui remontent en fait là-dessus aux années 80-90, avec la crise du fentanyl dont on a beaucoup parlé, c'est un effet tardif, mais documenté de la crise de la désindustrialisation américaine. Donc, tout ça crée ensemble le contexte insurrectionnel dont Trump a été le porteur. Et transformer l'électeur américain en espèce de centriste de circonstances qui vote sur la question de l'inflation, c'est réduire ce qui s'est passé aux États-Unis à en fait, c'est sous-estimer l'ampleur historique de ce qui s'est passé aux États-Unis pour le meilleur et pour le pire. Ah, pourtant, quand on regarde les chiffres, c'est effectivement les Américains les plus riches ont jamais autant, enfin ceux qui gagnent plus de $100 000, donc c'est pas non plus les riches, mais plus de $100 000, ont jamais autant voté pour les démocrates, et ceux en dessous ont jamais autant voté républicains. C'est à peu près ce qu'on constate aussi en Europe, dans beaucoup de pays, où on voit que ces classes populaires qui associent dans un grand mouvement globalisation, mondialisation, perte de souveraineté, l'impression que la classe politique n'est plus capable de rien faire parce qu'elle s'est enchaînée avec des traités internationaux, avec la désindustrialisation. Évidemment, on met l'immigration là-dessus. Et la réussite de Steve Bannon dans sa campagne en 2015-2016, ça a bien été de réussir à construire ce slogan autour de l'immigration. Donc effectivement, en 2016, je pense que l'immigration a été le catalyseur qui a permis à Trump, d'un point de vue marketing, de réussir. Mais le fond de ce qui fait sa victoire aujourd'hui en 2024 face aux démocrates, je pense pas que ce soit l'immigration. Et j'ai aucune donnée qui me permet de le penser. Je pense que tout... Convenons le désaccord complet. Mais justement, j'ai envie de relancer ce sujet avec une question qui est que beaucoup de gens, avec l'élection de Trump, ont parlé de défaite, entre guillemets, définitive de la domination culturelle démocrate aux États-Unis, mais on pourrait retrouver la même chose en Europe. Comment tu regardes ça, cette question vraiment de défaite culturelle au-delà de l'économie? Vous avez un mot plus important, je pense que c'est défaite définitive. Définitive, je ne crois pas, parce que l'infrastructure culturelle appartient encore globalement à la gauche aux États-Unis. Que ce soit Hollywood, que ce soit plus largement les universités. Là où il y a un moment de bascule absolument étonnant, c'était effectivement dans la tech. Ça, je pense que tout le monde a constaté qu'il y a une partie de la super classe dirigeante qui a basculé sur ces questions. D'ailleurs, autour d'une sensibilité plus libertarienne que conservatrice.
Mais non, je pense qu'on ne doit pas sous-estimer à quel point la bataille culturelle n'est pas une bataille simplement entre idées désincarnées. C'est une bataille entre systèmes institutionnels producteurs de normes qui sont capables, qui produisent normalement soit les intellectuels, soit les idéologues, soit en fait les producteurs de savoir idéologique disponibles dans la société. Et de ce point de vue, quoi qu'on en pense, la majorité des élites culturelles américaines sont encore clairement à gauche. Ensuite, il y a eu une défaite électorale de ça. Une défaite électorale, ça c'est important. Donc, j'y reviens, c'est une révolte populaire contre les délires woke. Et ça, je pense que c'est l'élément qui transforme ce qui aurait pu être une victoire sans la majorité du vote populaire en victoire avec la majorité populaire. C'est la grande exaspération devant un délire qui commence, si on veut, à tout prix, il y a plusieurs décennies, mais qui s'est à ce point accéléré depuis 2020 qu'il y a eu une forme de protestation et ça s'est canalisé sur le mot wokisme. Ensuite, le mot wokisme, on lui fait dire beaucoup trop de choses souvent, il manque de précision aussi, mais il n'en demeure pas moins qu'on est devant une révolte qui a frappé politiquement. Mais une fois que l'élection a eu lieu, l'hégémonie culturelle dans l'université, dans les collèges et ainsi de suite demeure essentiellement à gauche. Comment toi tu regardes cette question de la bataille culturelle que d'ailleurs tu commandes beaucoup même dans tes podcasts? Bien sûr. Effectivement, ce que je disais il y a 5 minutes, je pense que c'est une défaite de l'identity politics pour le camp démocrate. Je pense que le camp démocrate a eu du mal à proposer autre chose aux Américains et à l'Américain moyen que, on voit Kamala Harris, quand elle était avec la communauté indienne, elle allait se dire indienne, quand elle était avec des Afro-Américains, elle allait se dire afro-américaine. C'est pas un programme de faire ça. Et ce qu'on voit bien dans les résultats de l'élection, c'est que ça ne trompe pas des Américains. L'Américain qui a du mal à boucler ses fins de mois, il attend autre chose que qu'on lui ramène une célébrité afro-américaine pour lui dire vous voyez, j'aime bien les Noirs, votez pour moi. C'est clairement, je pense, infantilisant pour les électeurs de faire ça. C'est oublier que, si aux États-Unis, souvent, c'est quand même l'économie qui joue dans les élections, que les républicains ont souvent une prime sur l'économie, quel que soit leur bilan économique, on leur accorde une prime dans la conscience populaire. Et je pense qu'il y a une défaite là-dessus du camp démocrate. Mais je pense pas que ça se transforme en réussite de Trump parce que il y a ce rejet de l'identity politics. Je pense qu'il y a un quasi-consensus, au moins parmi les indépendants, une grande partie de la population américaine, comme en Europe d'ailleurs, pour dire que il y a des choses sur lesquelles on va loin, que parler autant de transsexualité, parler autant de tous ces sujets, de parler autant de tous ces sujets, parfois, c'est un petit peu fatigant, mais je pense pas que le jour où il faut mettre un bulletin dans l'urne de vote, on choisit selon ça. Et j'ai pas vraiment de données qui me permettent de le constater. Je pense que c'est un rejet, un petit peu une exaspération. Mais je pense que vous sous-estimez une chose qui est assez élémentaire, c'est-à-dire étudier le discours que Trump tient globalement, les thèmes qu'il met de l'avant, les catégories de la population qui votent pour lui, par exemple l'appui qu'il obtient chez les jeunes latinos. Bon, ça c'était la donnée inattendue, enfin. Lui, il croyait peut-être, mais globalement, les républicains avaient fait une croix sur la possibilité de gagner l'appui des jeunes latinos. Quand on regarde les résultats, qu'est-ce qu'on voit? On voit chez eux une forme d'exaspération justement devant cette agressivité contre-culturelle, contre justement liée aux figures de la masculinité et ainsi de suite. Ça peut même donner un masculinisme un peu inattendu quelquefois. Mais quoi qu'il en soit, il faut évaluer l'efficacité d'une campagne en fonction des thèmes qui sont mis de l'avant. Or, les thèmes de la campagne, je le redis, on pourrait dire que c'est la politique identitaire de droite, si vous souhaitez, mais c'est la volonté de défaire le complexe institutionnel et culturel de gauche sur les questions culturelles, mais il n'en demeure pas moins que quand on regarde la campagne trumpienne, c'était sur ces thèmes-là qu'il progressait, qu'il captait ses électeurs, qu'il les fidélisait, qu'il donnait l'esprit insurrectionnel. Et si on ne comprend pas cette élection comme une élection insurrectionnelle, on n'en comprend pas la portée historique. Justement, j'aimerais qu'on ouvre ce sujet, et merci Mathieu pour ouvrir ce truc-là. C'est vraiment cette question insurrectionnelle, je trouve qu'on la ressent partout en Occident. Ce ras-le-bol du système, sans même que le système soit clairement défini comme une entité politique, claire, existe et on le ressent partout. On le ressent même dans les gens dans les commentaires, dans les gens qu'on reçoit au crayon. Comment toi, Arthur, et puis après Mathieu, tu regardes cette question de l'insurrectionnalité, je ne sais pas si ça se dit, des pays occidentaux, les États-Unis étant le fer de lance avec l'élection de Trump, mais de ce qui pourrait se passer en Europe même? C'est ce que je disais, je pense, il y a 5 minutes. Je pense qu'il y a aujourd'hui un sentiment de perte. Souvent, la droite va évoquer la souveraineté. J'ai l'impression qu'il y a une perte de contrôle des populations, un sentiment en tout cas de perte de contrôle des populations sur leur destinée. Je pense qu'ils ont l'impression que certaines normes sont bien trop ancrées et puissantes pour aujourd'hui leur permettre de choisir véritablement le monde qu'ils veulent et le pays dans lequel ils veulent vivre. Je pense que c'est souvent un problème. Et effectivement, on constate tous les jours, encore aujourd'hui, quand on parle tous les jours des avoirs russes et de ce qu'on va en faire, on nous répète il y a des traités internationaux qui empêchent d'en faire ce qu'on veut.
Bon, je sais pas, à chaque fois on est incapable de définir exactement quelle norme internationale empêcherait d'utiliser les avoirs russes pour soutenir l'Ukraine. C'est souvent comme ça, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ressent depuis longtemps et on le ressent même à l'échelle locale. En général, un maire, quand il n'a pas envie de faire quelque chose, il va dire que c'est à cause du préfet. Quand un ministre n'a pas envie de faire quelque chose, il va dire que c'est à cause de Bruxelles. Donc c'est quelque chose d'assez facile de se dédouaner dans la vie en citant la norme qui est au-dessus de soi et la personne qui est au-dessus de soi. Malheureusement, effectivement, je pense que l'Occident est dans une période où... dans une transition économique qui est très violente du fait de la mondialisation qui avait été mal perçue, où on a pu délocaliser une partie des emplois dans des pays à bas revenus, ce qui a permis de précariser une partie des Français et du reste de la population occidentale, toute cette Rust Belt américaine, toute cette partie du nord-est de la France, et qu'on n'a pas été capable de retrouver aujourd'hui une activité pour ces gens-là. Et c'est à ça que Biden a essayé de s'atteler avec l'IRA, avec le retour de l'industrie aux États-Unis, avec plus ou moins de succès pour le moment. Parce que de toute façon, je ne sais pas comment on va être capable de résoudre cette question et je n'ai pas une réponse définitive à ce sujet. Comment tu regardes, Mathieu, si tu peux développer cette idée de climat insurrectionnel? Je sais que tu le commandes beaucoup, tu as écrit des bouquins qui traitent de cette question. Alors, globalement, il y a une forme d'idéologie dominante qui s'est constituée à partir des années 60, mais qui s'est radicalisée dans les années 90 et plus encore dans les années 2000-2010, qui fait globalement une idéologie multiculturaliste, qui disqualifie la nation d'accueil et qui légitime au même moment une immigration massive qui non seulement est incontrôlée, mais plus encore qui devient par le nombre inassimilable. De la même manière, on est avec en plus un différentiel culturel de plus en plus marqué entre ceux qui arrivent et les natifs. Ensuite, une perte de contrôle de la souveraineté, à la fois populaire et nationale. Populaire, lorsqu'on explique sans cesse que le périmètre de la démocratie doit être limité par les différentes chartes de droit, constitution, ainsi de suite, qui, dans les faits, limite la possibilité de la souveraineté populaire de s'exprimer, et on le voit aussi sur la question de l'immigration, quand on ne cesse d'expliquer aux Français que la question sur laquelle ils voudraient se prononcer véritablement, ils ne peuvent pas le faire à cause de l'interprétation qu'en font certains au Conseil constitutionnel. De la même manière, l'expertocratie qui s'est développée dans nos sociétés a congédié le bon sens, le sens commun, et nous noie en fait sous une surréglementation de l'existence et du quotidien, ce qui provoque souvent le sentiment justement de ne sait plus se retrouver dans les codes élémentaires de l'administration qui sont les nôtres. La confiscation de la parole publique par certains courants très minoritaires, mais qui ont accès au crachoir médiatique et qui, dans les faits, fixent une espèce de discours public à très bonne distance, en fait, du commun des mortels. Je reviens pendant un instant sur la question du genre, mais le commun des mortels s'est demandé quand même depuis 10 ans c'était quoi cette étrange idée comme quoi un homme pouvait accoucher. Et quand on lui expliquait qu'il était crétin de penser le contraire, eh bien, ça radicalise le sentiment d'exaspération. Dans le cas européen, évidemment, il y a cette espèce de confiscation de la souveraineté par la technostructure bruxelloise qui n'est pas élue, une forme d'entité artificielle vaguement soviétisante de temps en temps. On constate aussi une réduction terrible du périmètre de la liberté d'expression. Donc tout ça crée objectivement un sentiment d'insurrection chez une partie considérable de nos populations, qui par ailleurs ne peut pas toujours s'exprimer parce que le prix à payer pour exprimer socialement un désaccord avec l'idéologie dominante est assez élevé, sauf dans certains milieux qui permettent en fait l'expression de cette dissidence. Si vous évoluez dans les milieux sociaux mainstream, l'expression d'une dissidence forte avec l'idéologie dominante, vous pouvez en payer le prix. Ce qui favorise une forme de dissociation souvent de la parole publique. Je ne sais pas combien de mois ça m'a toujours frappé au fil du temps au Québec comme en France. Des journalistes, des chroniqueurs, des éditorialistes, des universitaires qui en public disent une chose et en privé disent pas seulement moins de cette chose, disent le contraire complètement. Le contraire, c'est-à-dire sur des questions notamment liées à l'immigration, au genre, ainsi de suite. Ce qui m'a frappé, il y a quelque chose là-dedans qui fait penser à l'autre côté du rideau de fer dans les années 50 à 80, c'est-à-dire ce que Miloche disait dans La pensée captive, une dissociation. Un discours public qu'on doit tenir pour être capable d'évoluer publiquement, faire carrière, et en privé, le sentiment de toute autre chose, et on peut le confesser à ses proches dans l'espoir, cela dit, mais en espérant ne pas être dénoncé. Donc ça, cette espèce de dynamique s'est installée, donc ça crée une dynamique insurrectionnelle qui porte des partis dits populistes, qui sont pas toujours à la hauteur des aspirations qu'ils canalisent, mais je pense que c'est le moteur aujourd'hui de la vie politique occidentale. Je pense pas que le Français moyen aujourd'hui ait l'impression de pas pouvoir s'exprimer et donner son opinion. Enfin, ah bon non, pas du tout. Non, je pense pas. Enfin, quelle opinion aujourd'hui un Français moyen voudrait pouvoir exprimer qu'il se sentirait impossible d'exprimer? Ah ben, je vous donne un exemple. Ouais. Je vais vous donner par les politiques, ce sont les politiques qu'on poursuit pour ce qu'ils disent. Marion Maréchal, à la tête d'Identité Liberté, dit, vous savez, je ne sais dans quel
compétition cinématographique, festival cinématographique, un homme devenu une femme par transition de genre et tout le tralala a reçu un prix, je me rappelle pas exactement c'est lequel, et elle dit ce n'est pas une femme, selon moi c'est un homme. Bon, autrement dit, elle refuse cette idée qu'on peut changer de sexe. Eh bien, elle est devant les tribunaux pour cela aujourd'hui. C'est des associations souvent qui vont se faire un petit peu gardiennes d'une pensée oui, mais et qui bien vont poursuivre. C'est pas non, exactement une censure d'État. Quoi. Ah ben oui, évidemment. Bien sûr que oui. On a créé les conditions d'une censure. Enfin, il y a une triple condition d'une censure d'État aujourd'hui. On a créé les conditions pour que les associations puissent poursuivre à partir de la catégorie discours haineux ou appel à la discrimination, qui puissent poursuivre, et l'État vient légitimer ces poursuites perpétuelles contre les uns les autres sur des éléments qui s'éloignent de l'orthodoxie idéologique. Il y a aussi beaucoup de relax. Oui, mais vous vous rendez compte qu'il a dû traverser... C'est un bon exemple. Vous vous rendez compte qu'il est possible de se faire poursuivre... À la fin, il y a une relax. Il est possible de se faire poursuivre dans le cas de Bensoussan parce qu'il s'interrogeait sur les liens entre l'antisémitisme et la culture de mémoire d'Afrique du Nord, si je ne me trompe pas. Parlons d'atavisme. Oui, mais d'accord, mais le fait est qu'on peut se faire poursuivre pour des propos qui troublent certains. Donc ça, je m'excuse, mais le commun des mortels a compris, il le voit bien, que c'est la fameuse formule « on peut plus rien dire », mais qu'est-ce qu'on voit? La régulation des réseaux sociaux. À ce que j'en sais, on l'a vu en Irlande, on l'a vu en Écosse, la possibilité est même venue en France de vouloir étendre jusqu'au domaine privé l'interdiction de ce qu'on appelle aujourd'hui des propos haineux. La notion de propos haineux est une notion loufoque qui permet aujourd'hui, en fait, tout ce qui est en désaccord avec l'idéologie dominante peut devenir propos haineux. La volonté de réguler ce qu'ils appellent la désinformation aujourd'hui. Alors, à un moment donné, je pense que le commun des mortels a enregistré cette idée qu'on évoluait dans un environnement où la censure s'est normalisée et vient aussi du haut. Je pense que la plupart des gens ont l'impression quand même de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Je sais pas à quoi vous faites référence en Écosse. Est-ce que c'est du coup ce que disait J.D. Vance sur les prières Non. C'est la loi qui était portée en 2020, si je ne me trompe pas, par Humza Yousaf, qui était à ce moment-là ministre de la Justice. À moi qu'il n'était pas ministre à ce moment-là, j'ai pas le basculement. Et c'était l'idée qu'il ne devait plus y avoir de protection domestique pour les... En gros, ce que je dis chez moi, je peux bien dire ce que je veux chez moi, ça concerne pas l'État. Et Humza Yousaf disait ce que vous dites, vous pouvez pas dire au pub, vous ne pouvez pas le dire chez vous. Donc, ça crée les conditions d'une délation des conversations privées. Je vais vous donner un autre exemple, bien français celui-là. Cette question, je pense que c'était l'an passé dans l'actualité, si je ne me trompe pas, ou il y a 2 ans, l'idée d'étendre le domaine d'interdiction des propos haineux en privé. Alors moi, publiquement, je m'inquiète de ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que ça veut dire que la conversation chez moi, à table, eh bien, elle peut être régulée par l'État? Qu'on m'explique. Là, je parle avec un des porteurs de ce projet, qui me dit non, vous inquiétez pas, c'est pas les conversations avec votre conjointe chez vous, c'est les conversations à la machine à café. J'ai OK, d'accord. Donc, si pour vous, ce que vous appelez propos haineux, eh bien, on peut l'interdire à la machine à café, eh bien, je donne un exemple, je dis ce qu'on appelle la fameuse théorie du grand remplacement. Je dis pas que j'y adhère ou non, je dis cette théorie-là. Vous la voyez comme une théorie haineuse? Il me dit oui. Je voulais l'interdire à la machine à café. Si quelqu'un dit ça à la machine à café, on doit l'interdire. Et cette personne qui était au cœur du projet me dit c'est compliqué. Mais comment ça, c'est compliqué? C'est-à-dire, à un moment donné, la volonté de réguler les conversations privées aujourd'hui, on le voit partout en Occident. Je pense que c'est factuel. Aujourd'hui, on constate pas globalement, je trouve, en Europe, de réduction de la liberté d'expression. Ah bon? Je vois pas. Là, a priori, c'est pas des cas avérés où on a interdit à quelqu'un de parler de la théorie du grand remplacement. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez l'exprimer à peu près comme vous voulez. Bon, il y a peut-être des termes et des façons de le dire qui seront interdits. Mais là, si vous parlez de théorie du grand remplacement, personne vous interdira. Est-ce que, par exemple, il y a une proposition de loi qui a été présentée, et pas seulement par les Verts en passant, à l'Assemblée nationale, pour interdire les propos climato-sceptiques à la télévision? Oui ou non? Proposition de loi. C'est une proposition de loi. Il y en a des centaines. Non, mais si vous ne voyez pas que progresse à travers cela. Comme la loi Avia. On a eu une loi Avia en effet, qui était absolument condamnable. Mais si vous ne voyez pas qu'à travers tout ça progresse dans toutes nos sociétés, le registre des propos dits haineux, l'extension infinie des propos haineux, si vous ne voyez pas qu'on invente sans cesse des phobies à répétition, si vous constatez pas qu'on nomme désormais transphobie le fait de refuser de constater qu'un homme puisse accoucher, hein? C'est comme ça. On nomme ça transphobie. Et il y a des conséquences juridiques à cela. On peut mettre phobie à plein de choses. Enfin, toxicophobie, ça existe comme terme, mais il n'y a pas de conséquences juridiques. Il y a des poursuites pourtant. Il y a des poursuites ou non? Qu'il y ait des tox en bas de chez moi, c'est pas. Est-ce qu'il y a des poursuites aujourd'hui pour quelqu'un qui dit... Non, mais une association peut essayer de poursuivre. C'est pas pour autant qu'on est condamné. C'est pas pour autant qu'il y a une interdiction de dire. Ensuite, moi, évidemment, je trouve qu'il y a des procédures qui peuvent être abusives. Je trouve que parfois, mais dans plein de domaines, hein, je veux dire, même quand il y a un permis de construire, il va y avoir 12 procédures abusives. Donc, c'est effectivement dans plein de domaines. Ensuite, est-ce que je constate que l'État, aujourd'hui, où l'Union européenne, via le DSA, DMA, essaie de réduire la liberté d'expression? Pas véritablement. On n'a pas créé de nouveaux délits récemment. Là où Donc l'appel au soulèvement, par exemple, dans le DSA, le 4e point, l'appel au soulèvement, c'est pas un problème?
C'est une reproduction de ce qui peut exister déjà par ailleurs dans d'autres espaces. L'objectif du DSA, ça a été de transcrire dans le monde numérique des éléments qui pouvaient exister en dehors du monde numérique. Donc l'appel à l'insurrection, ce genre de choses. Au soulèvement, c'est des choses qui peuvent déjà exister et peuvent déjà être censurées. À d'autres points. En plus, c'est pas en soi, si je me souviens bien, une censure directement du propos et une poursuite. C'est une restriction des réseaux et un contrôle des réseaux qui peut être amené. Une restriction, un contrôle des réseaux et avec la volonté quelquefois de censurer des profils, on l'a vu à multiples reprises, des propos qui sont jugés par l'oligarchie, aujourd'hui, il faut bien le dire, des propos qui sont jugés haineux, des informations antidémocratiques. Mais quand on regarde le contenu explicite de ces propos, on se dit, dans les faits, on est dans une forme de dérive idéologique grave où ce qui contredit, je le redis, je donnais l'exemple du genre, je peux donner la question de l'immigration. Si je propose des statistiques, par exemple, c'est des gens qui proposeraient, je crois qu'on l'a vu récemment, citant les statistiques du ministère de l'Intérieur, des statistiques sur le lien entre immigration et délinquance, eh bien, on peut être poursuivi pour avoir produit ces statistiques. Marguerite Stern, les campagnes menées contre Marguerite Stern. Et par ailleurs, ajouter à ça l'autre volet de la censure aujourd'hui, exercé par le bas cette fois, par les différentes milices d'ultra-gauche qui cherchent de mille et une manières à interdire telle conférence, interdire la publication de tel livre, comme on vient de le voir au PUF, soit dit en passant, avec le livre L'obscurantisme woke, si je me trompe pas, de Pierre Vermeuren. Le livre, on décide de le faire disparaître parce que ça heurte la sensibilité du moment. Donc une censure par le haut, la multiplication de ces lois qui font en sorte qu'on peut aller devant les tribunaux pour un propos qui choque les uns les autres, et ensuite la censure par le bas qui pousse à l'autocensure. Si devant cela vous êtes indifférent, non, je suis pas indifférent. Je suis Mathieu, laisse Arthur développer. Vas-y. Je suis pas indifférent, mais je pense que le modèle libéral, malheureusement, crée un peu des jonctions. Parfois, on va devoir rendre un peu tout judiciarisé, et c'est un peu le problème. Moi, je suis un libéral, profondément. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent ça insultant. Moi, j'aime le libéralisme au sens de Haron. J'aime l'idée que les opinions se confrontent, parfois même violemment, au sein de la société. Je suis pour qu'on essaie de les laisser se confronter. Tant qu'on n'atteint pas la violence physique, ça me va. Là où je constate, par contre, de l'illibéralisme et une vraie perte d'expression, et la plus dangereuse qui est pour moi le pouvoir, c'est dans des pays comme la Hongrie où on va mettre sous coupe réglée les médias à travers des consortiums qui vont représenter 80% du chiffre d'affaires des médias. C'est dans des pays comme les États-Unis où un milliardaire peut racheter un réseau social, décider de supprimer du jour au lendemain les comptes de journalistes qui enquêtaient sur son entreprise de véhicules électriques. C'est 4000 livres interdits dans des écoles ou la fermeture, où je pose la question, l'interdiction des livres, elle est toujours condamnable et elle ne date pas d'hier. Et l'interdiction d'une chaîne télé en France, par exemple? Vous me direz qu'elle n'est pas interdite. Ah non, si, elle a été interdite. La fermeture d'une chaîne, jugée, les campagnes menées à répétition pour fermer une autre chaîne parce que jugée... à chaque fois, enfin, je suis pas le plus grand des laxistes. Je considère que quand je prête un théâtre, qu'une commune prête un théâtre et que par 35 fois, les personnes à qui la concession de ce théâtre a été donnée enfreignent la convention qui a été passée avec la commune, au bout d'un moment, on peut s'interroger, est-ce que le théâtre doit encore être géré par ces Et on peut se demander aussi si on n'est pas devant une forme de rationalisation de préjugés idéologiques sur le mode de l'argument administratif. Vous noterez d'ailleurs, par exemple, les fameuses insultes à un député. Poursuite devant les tribunaux, si je ne me trompe pas, autour de quelques milliers d'euros, c'est la sanction. L'ARCOM, plus de 3 millions, si je ne me trompe pas. Si vous ne voyez pas, encore une fois, je suis étonné, vous vous dites libéral, si vous acceptez l'idée d'instances de régulation administrative, mais dans les faits très politisés et surtout très idéologisés, vous êtes peut-être libéral, mais c'est une définition bien personnelle du libéralisme. Non, attendez, dans les 35 condamnations qui ont été réalisées par l'ARCOM concernant C8, il y en a qui concernaient des points, mais outrageux. Enfin, on était dans la diffamation. Lorsqu'on dit que des célébrités boivent du sang d'enfants, attendez. Mais si vous m'expliquez que des conneries ont été dites, la question n'est pas de savoir si des politique stricto sensu a été condamnée sur C8. Et parmi ces 35 condamnations, est-ce qu'il y a une opinion politique qui a été condamnée sur C8 ou est-ce qu'à chaque fois on était dans le registre de la diffamation, dans le registre de la fausse information brute? Qu'est-ce qui était reproché dans les circonstances à C8? C'est assez précis, c'est-à-dire que on avait un espace qui proposait un autre type de pluralisme que le pluralisme régulé. Aujourd'hui, on nomme censure-régulation. Mais le pluralisme régulé dans les paramètres du service public où, normalement, l'extrême droite commence avec François Bayrou. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a un autre espace donc, qui intégrait dans la vie publique des courants de pensée, des gens avec qui on pouvait être en désaccord complet. La question n'est pas là. Donc, on décide, on dit, ça vient troubler les termes du débat public. D'ailleurs, c'était ceux qui faisaient la promotion de la fermeture de cette chaîne et d'une autre ne s'en cachaient pas. Ils considèrent que ça trouble un débat public organisé, régulé.
il y a derrière cela une logique de censure, mais qui se nomme aujourd'hui régulation. Apparemment, c'est plus hygiénique. Et quand Mme Sybil Veil, si je ne me trompe pas, dit par exemple que la liberté d'expression est aujourd'hui le cheval de Troie du néo-impérialisme américain, les bras m'en tombent. Là-dessus, justement, j'aimerais rebondir un peu sur cette question et de C8 et tout ce qui va avec, sur ce qu'a fait Trump de son discours autour de la liberté d'expression. T'évoquais ça légèrement, Arthur. Ça ressemble de loin, je ne suis pas moi l'expert, c'est vous les amis, ça ressemble de loin pas du tout à la liberté d'expression quand même, ce que fait Trump. On parle de censure de bouquins, on parle de certains journalistes qui sont désaccrédités de la Maison-Blanche, on parle évidemment des réseaux sociaux qui ont été mis au pas. Là, c'est pas mes propres mots, c'est un article du Monde qui le dit. Comment tu regardes ça ? Est-ce que le camp de la liberté d'expression n'est plus du tout le camp de la liberté d'expression une fois au pouvoir ? Alors pour être tout à fait honnête, la censure concernant les livres, donc aujourd'hui on repère environ 4000 livres qui ont été interdits dans des États républicains. C'est pas Trump directement, vu que c'est au niveau local que l'éducation se fait aux États-Unis, que ce soit au niveau du county ou au niveau de l'État. Mais en gros, il y a aujourd'hui 4000 livres au total, 4000 ouvrages qui sont interdits dans les écoles et c'est 98% dans des counties ou des États républicains. Il y a parmi ces livres, enfin des livres, ça relève du régime des mollahs. Hein. On interdit Maos de Spiegelman parce qu'il y a une scène où on voit la mère du personnage principal de ce récit autobiographique qui est dénudée, morte. On interdit le journal d'Anne Frank parce qu'elle décrit des statues d'hommes nus à un moment dans son récit. Il y a ce genre de choses. Donc, effectivement, la censure... Dune, la servante écarlate... Ouais, bien sûr, mais c'est véritablement, évidemment, une censure pure et dure. Et là, c'est une censure par le haut. On ne peut pas faire plus par le haut. C'est une censure d'État. Stricte, on interdit aux gens de lire. Ensuite, effectivement, il y a une censure liée à la Maison-Blanche. Jusqu'à très récemment, depuis des décennies, il y avait effectivement un comité des correspondants de la Maison-Blanche qui regroupait à peu près tous les médias qui ont accès à la Maison-Blanche et qui permettait d'organiser un roulement pour les journalistes qui veulent participer aux événements de la présidence. Trump a décidé de lui-même de mettre fin à cette organisation et aujourd'hui, c'est lui-même, enfin en tout cas son équipe, qui décide qui peut accéder aux événements et sur cette base-là, l'Associated Press, qui est quand même la plus grande agence de presse au monde, a été interdite d'accès à plusieurs événements de Trump parce qu'elle refuse d'utiliser le terme Golfe de l'Amérique et qu'elle continue à utiliser le terme Golfe du Mexique. Ça, c'est de la vraie censure. C'est de la censure pure et dure, de la censure d'État. Au-delà de ça, il y a la mise en place d'une forme d'oligarchie, donc là-dessus, sur le modèle de ce qu'on peut voir un petit peu en Hongrie, où par leur puissance financière, certaines personnes commencent à organiser une censure. Quand on dit que l'Union européenne veut censurer les réseaux, l'Union européenne veut surtout contrôler les algorithmes pour que certaines personnes ne puissent pas en faire ce qu'elles veulent. Quand Musk supprime donc des comptes de journalistes sur sa plateforme X, c'est de la censure organisée par un oligarque sur la Silicon Valley qui va empêcher un citoyen européen d'accéder à une information. Ce que fait le DSA ou le DMA aujourd'hui, c'est de dire vous devez nous expliquer pourquoi vous avez supprimé ces comptes, vous devez pouvoir être capable de donner une justification, vous devez être capable de justifier pourquoi vos algorithmes mettent en avant certains contenus. Si je dois choisir entre un contrôle qui se fait par des élus, même si on peut contester la façon dont l'Union européenne s'organise, par des élus européens sur le territoire européen qui devront répondre à un moment ou à un autre de leurs actions, qui doivent publier des rapports, et un contrôle qui se fait par un milliardaire de la Silicon Valley ou d'ailleurs, je pense que je préfère choisir encore que le contrôle se fasse sur le territoire européen. Et là-dessus, c'est un enjeu de souveraineté que de décider quelles sont les règles qui s'appliquent à la liberté d'expression, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire. Quand on parle, par exemple, d'appel au soulèvement, on sait très bien qu'on fait référence, malheureusement, à toute l'action de Facebook, notamment au Myanmar, où Facebook a permis d'organiser le massacre des Rohingyas. À partir de 2018, il y a plusieurs rapports qui l'ont documenté, même au sein de l'Union européenne. On ne peut pas laisser, je pense... l'industrie et des milliardaires décider eux-mêmes de ce que le citoyen européen pourrait voir, sous quelles conditions, avec quel algorithme, qu'est-ce qu'on va lui mettre devant lui. Donc aucune censure n'est parfaite. Dans un monde idéal, je préférerais qu'on censure rien du tout, que l'État n'ait pas à contrôler les opinions et quoi que ce soit. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la censure d'État vient principalement de personnes comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, qui met sous coupe réglée le Washington Post en interdisant de publier des éditos autres que sur les libertés individuelles et la liberté économique, ou de personnes comme Trump qui décident d'interdire à des journalistes de grandes agences de presse d'accéder à la Maison-Blanche. Alors, si je peux me permettre, vous déformez un peu la réalité en ce moment. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une différence entre la censure d'État. Par exemple, aux États-Unis, le fait est que la liberté d'expression est protégée constitutionnellement. Et c'est un acquis fondamental de la Constitution américaine en ces matières. Et je pense que ce n'est pas ce qui est remis aux États-Unis en ce moment.
Ensuite, est-ce qu'il y a un usage arbitraire quelquefois des réseaux sociaux? Sans le moindre doute, on l'a vu pendant des années avec Twitter, avant même le rachat par Musk, si je peux me permettre. Rappelez-vous des Twitter Files, ce qui est une question absolument centrale pour l'élection de 2020, où il y a une coopération explicite entre Twitter, le FBI et la campagne de Biden pour être capable d'orienter les réseaux sociaux au service de la campagne de Biden. Donc ça, il y a un usage absolument arbitraire de la chose. Et quand Musk dit « j'ai arrivé », il y a eu cette idée de libéraliser au maximum la liberté d'expression. Lui-même n'est certainement pas insensible à la possibilité de l'arbitraire, je ne dis pas ça, mais je constate qu'on ne s'est pas du tout indigné de ce qu'on a fait des réseaux sociaux dans les années pré-Musk en ces matières, où la censure était systématique, où les comptes étaient annulés, ce qu'on a vu aussi au Brésil tout récemment. Deuxièmement, vous parlez de la composition de la salle de presse aux États-Unis. On peut effectivement contester la décision qui a été prise en la matière, mais il y a derrière ça une volonté de changer le rapport aux médias de la part de l'administration américaine. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, désormais, il y a eu une révolution médiatique. Il n'y a pas seulement les médias traditionnels qui comptent aujourd'hui dans la production de l'opinion, dans la production de l'information, dans la production de la nouvelle. Donc, il faut faire de la place aux nouveaux types de médias, les podcasts, les différents types qui existent aujourd'hui. Newsmax, oui, tous les médias pro-Trump. Non, mais pas seulement. Non, mais le fait est, et puis à la rigueur, on pourrait vous répondre méchamment que les médias traditionnels sont les médias pro-démocrates. Bon, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de faire une place, une forme de révolution médiatique dans la production de l'information aujourd'hui, faire une place à l'autre. Ensuite, est-ce que la Maison-Blanche aurait tout avantage à soit permettre, une fois qu'on a décidé d'intégrer ces gens-là dans la salle de presse, eh bien, on permet à la salle de presse de s'organiser librement sans fixer les paramètres de la chose? Je pense que ça va de soi. Mais l'idée qu'il faille ouvrir la production de l'information aujourd'hui à d'autres choses que les médias traditionnels ne me semble pas scandaleux. Pour ce qui est ensuite vous me dites en Europe, on fixe les règles simplement dans la gestion des algorithmes. Non. Il faut voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a vu, en Roumanie, là, je sais pas, au jour où on se parle aujourd'hui, je sais pas je pense que ça va être diffusé dans 2 semaines, notre échange. Bon, au jour où on se parle aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une logique de censure véritablement à partir de considérations tout à fait arbitraires et nébuleuses pour être capable de se délivrer d'un candidat qui déplaît, qui serait pas mon candidat idéal, je peux me permettre. En Allemagne, on peut ne pas apprécier du tout, c'est le moins qu'on peut se dire, l'AfD, mais je note que Thierry Breton a dit ce qu'on a fait en Allemagne, on le fera demain. Ce qu'on a fait hier en Roumanie, on le fera demain en Allemagne. Ensuite, il a prétendu avoir dit le contraire, mais je n'ai pas été convaincu par son autocorrection. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? C'est une logique de censure des propos qui s'inscrivent globalement contre le régime, ce que j'appelle diversitaire, globaliste, mondialiste. Ensuite, est-ce qu'aux États-Unis, il y a une droite morale particulièrement bête, particulièrement bornée, qui, devant la description d'une scène de nudité à la 402e page de je ne sais quel livre, va se dire il faut interdire ce livre-là pour nos enfants? Bien évidemment, et c'est la part probablement la plus sombre du conservatisme américain, mais qui le contestera? Le débat n'est pas de savoir si Newsmax ou d'autres nouveaux types de médias devraient avoir le droit d'avoir accès à la Maison-Blanche. Ça, c'est évident, je le pense aussi. Je suis moi-même un podcasteur. J'apprécie le fait qu'on mette en valeur de nouveaux types de médias. J'écoute Ben Shapiro autant que j'écoute PodSave America. J'aime beaucoup les podcasts des deux côtés de l'aile américaine, enfin de l'aile de la politique américaine. La question, c'est que la société de presse, qui est une agence de presse fondamentale, la plus grande au monde et la plus importante, est aujourd'hui censurée. Et c'est absurde. Par sanction, parce qu'elle refuse. Mais évidemment, personne, je ne fais pas partie de ceux qui défendent ça. Je veux dire, c'est que cela dit, moi, j'entends très bien le fait. Il y a l'administration présente multiplie les gaffes. Moi, notre conversation a commencé ainsi. L'administration présente multiplie les gaffes, erreurs, mauvaises orientations. Bon. Mais le fait est, j'aurais souhaité, dans les défenseurs de la liberté d'expression, s'en indignent aussi aujourd'hui. Je constate que plusieurs, probablement dans une sensibilité politique qui est la vôtre, plusieurs ont attendu que Trump dérive sans s'inquiéter ces dernières années, je ne sais pas si c'est votre camp particulier, sans s'inquiéter, en fait, non, c'est votre camp particulier, parce que je donnais des exemples tantôt de réduction de la liberté d'expression en Europe et vous m'expliquez que vous êtes un libéral, mais ça ne vous dérange pas. Non, mais les autres exemples, on va revenir sur la Roumanie. Donc, Călin Georgescu, effectivement, à l'heure à laquelle on enregistre cette émission, Călin Georgescu a été interdit de se présenter à la nouvelle élection présidentielle en Roumanie. Ce qui lui est reproché, c'est pas ses opinions, vu qu'effectivement il a des opinions pro-russes. Bah non, c'est parce que ses opinions, parce que dans d'autres pays d'Europe, on a des personnes encore plus radicales de ce côté-là. En Slovaquie, on a Robert Fico qui a été élu. Personne n'a contesté son élection parce qu'il a été élu à la régulière de la même façon. On a plein de partis pro-russes dans les États baltes. On a le parti Harmonie en Lettonie. On a plein d'opinions pro-russes. Le problème en Roumanie, c'est qu'on a un candidat qui a déclaré ne pas avoir de dépenses de campagne. On a découvert qu'on lui avait prêté 2 QG de campagne qui étaient prêtés par des oligarques moldaves proches du pouvoir
russe. On a découvert qu'il avait dépensé de l'argent pour créer des bots, des milliers de bots et acheter des influenceurs. Et tout cet argent n'a pas été déclaré. Aujourd'hui, sauf que c'est pas la base sur laquelle il a été interdit. Si je peux me permettre de vous raconter les faits de manière un peu imparfaite. Premier élément, la Cour constitutionnelle décide d'annuler l'élection en disant, l'argument était donné, un rapport des services de renseignement nous disent qu'il y aurait une intervention massive de comptes TikTok pro-russes dans la campagne. On peut pas le prouver, d'ailleurs on donne pas de preuves, mais il y a de forts soupçons. Quand même la presse mainstream d'Europe occidentale dit on peut pas le prouver, il y a de forts soupçons, c'est quand même assez inquiétant. Deuxième élément, il est arrêté quelques semaines plus tard au moment où il vient de déposer globalement sa candidature à l'élection présidentielle. Il est arrêté quand même au petit matin. Et là, soudainement, on nous dit, c'est pas seulement... le premier portrait du personnage, qui, je le répète, mais n'est pas mon genre de beauté. On dit que c'est une forme d'orthodoxe, anti-vax, bizarre, qui croit qu'on n'a pas marché sur la Lune. OK, c'est étrange. Mais le fait est que là, il y a une deuxième couche d'insultes. Donc là, on dit il est d'extrême droite, pro-russe, antisémite, on a dit factieux, prépare un coup d'État fasciste. Donc, autrement dit, on le présente de telle manière qu'il devient le monstre absolu. Je note que ça n'empêchait pas qu'il soit à 45% dans les sondages avant d'être interdit de se présenter par la commission électorale roumaine. Dernier élément qui compte là-dedans, je suis de ceux qui croient minimalement au bon sens démocratique. Et quand 45% de la population décide de se tourner vers quelqu'un, eh bien, on peut bien penser que 10, 15 000, 20 000, 30 000 comptes TikTok peuvent d'un coup faire changer complètement la vie d'une nation. Dans les faits, on doit croire qu'il y a des tendances infiniment plus lourdes que le je ne sais quel phénomène de TikToker qui serait capable de détourner une élection sur le mode du coup de force tardif. Si, par ailleurs, tout ce qu'on reproche... Quelqu'un pourra se présenter et porter ses idées à un autre moment, comme on l'a vu en Slovaquie, comme on le voit dans d'autres États européens, donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est bien qu'il a voulu jouer avec les règles de la démocratie. Sauf qu'il n'y a aucune preuve. En la matière, la commission électorale, qui, au moment où on se parle, c'était hier, dit... Pourquoi on empêche sa candidature? Parce que il a troublé l'ordre démocratique ordinaire tel que prévu par la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle ne disait pas ça. Elle disait les fameux comptes TikTok qui ne dépendaient pas de lui. Donc, franchement, Il n'y avait pas que les comptes TikTok. Hein. C'était des comptes de campagne qui étaient frauduleux. Non, mais on peut pas dire... Bon, je dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis que l'argument de fond qui a été utilisé pour justifier ça, c'est l'idée de l'ingérence étrangère. Et dans les faits, elle n'a pas été documentée. Si elle est documentée et prouvée, on en reparlera. Pour l'instant, il est difficile, moi je ne me prononce pas sur les détails, mais il est difficile de ne pas avoir l'impression, vu de loin, que nous sommes devant un système qui, lorsque le peuple est considéré ayant mal voté, eh bien, on peut en faire autre chose. On l'a vu sur un mode tout autre avec le Brexit, ne l'oubliez pas. Après le vote pour le Brexit, il y a eu cette idée comment ne pas tenir compte du résultat du référendum. Ils n'y sont pas parvenus, finalement. Mais la discussion publique récurrente était comment ne pas tenir compte des résultats de ce référendum. Dans ce cas-là, pourquoi dans d'autres pays d'Europe, notamment la Slovaquie, particulièrement la Slovaquie, ou l'AfD aujourd'hui en Allemagne, ou Giorgia Meloni en Italie. Vous avez entendu parler du débat en Allemagne pour interdire l'AfD? Oui, évidemment. Et l'AfD n'a pas été interdite. C'est pas la question. Le débat pour interdire un parti qui fait plus de 20%. De choses. Interdire un parti qui... Moi, j'ai aucune sympathie pour l'AfD, mais interdire un parti qui fait plus de 20%, ça commence à être louche en démocratie. Donc, et là, par ailleurs, à mon avis, si vous ne voyez pas qu'il y a une radicalisation du régime en ce moment, dans un contexte géopolitique que je comprends évidemment, mais s'il y a une radicalisation du régime européiste, la technocratie, la technostructure européenne... Pourquoi il n'y a pas eu de censure en Slovaquie? Pourquoi on n'a pas censuré Robert Fico? Pourquoi Robert Fico est au pouvoir en Slovaquie, a pu couper l'aide à l'Ukraine, peut rencontrer Poutine en décembre dernier en Russie, sans que personne remette en question la défense le processus électoral Sauf que dans les circonstances, la remise en question du processus électoral en Roumanie a été faite, je le redis, sur des motifs pour l'instant arbitraires, non prouvés et nébuleux. Je considère que c'est inquiétant. Si l'ingérence russe est quelque chose de nébuleux, on aille l'expliquer aux Moldaves aujourd'hui qui subissent une guerre énergétique en Moldavie, tout simplement parce qu'il y a des élections en Moldavie. Mais j'ai pas parlé de ça. Oui, mais l'ingérence russe est actée dans les pays de l'Est. C'est quelque chose d'acté. Mais un instant, qu'il y ait de l'ingérence étrangère dans les élections qui sont les nôtres partout en Occident depuis longtemps, je ne le conteste pas un instant. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Les Américains s'ingèrent, tous les pays finissent par s'ingérer. Les Russes aussi, et les Russes sont effectivement une puissance pour laquelle j'ai pas le début d'un quart de sympathie. Il n'en demeure pas moins que dans les circonstances, les preuves n'ont pas été données. J'en tiens pour preuve, si je peux me permettre, que même les discours les plus sévères, le premier ministre social-démocrate roumain, au moment de l'arrestation de Georgescu, a dit « J'espère que les preuves sont fortes parce que sinon, ça va alimenter une crise démocratique majeure. » Lui-même, quand on confessait son scepticisme, les adversaires de Georgescu, pour la plupart, confessaient leur scepticisme. Je suis de ceux qui s'inscrivent dans le parti du scepticisme, pas de la conviction, du scepticisme, lorsqu'on décide d'annuler un processus électoral. J'aimerais qu'on revienne et qu'on fasse évoluer le débat. On a reçu Julia Cagé et quand on lui a expliqué qu'il y avait ce débat, elle voulait vous poser une question, Mathieu.
D'accord. Mathieu Bock-Côté, vous qui vous définissez libéral-conservateur, finalement Trump a été pendant des années le modèle de ce mouvement-là. Quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec Zelensky dans le bureau ovale, quand on voit les positions aujourd'hui prises par J.D. Vance, quand on voit l'alignement de la politique américaine sur la ligne de Vladimir Poutine, est-ce que ça ne vous interroge pas un peu dans vos convictions? Bon, alors c'est une question un peu étrange. Premièrement, ceux qu'on appelle les libéraux conservateurs n'ont pas eu Trump comme modèle pendant des années. Si je peux me permettre, c'était pas du tout leur homme de référence. Quel était un homme ou une femme de référence dans ce domaine-là? Mon Dieu, en France ou peu importe, dans le monde occidental. Bon, je sais pas. Bien franchement, aux États-Unis, par exemple, Ron DeSantis était un candidat qui était vu comme généralement plus raisonnable en la matière. En France, François Fillon est une figure plus... Si on veut classer les gens comme ça, mais Trump n'était pas le modèle. C'était davantage le modèle de gens qui étaient dans une logique de populisme assez militant, assez insurrectionnel. Bon, donc ça, premièrement, c'était pas mon homme, et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, et j'avais pas d'enthousiasme particulier à son endroit. Je me contentais de ne pas le diaboliser, ce qui pour certains valait déjà adhésion. Deuxièmement, la politique de Trump par rapport à l'Ukraine, il faut simplement la distinguer. C'est-à-dire, d'un côté, s'il s'agit d'en arriver à une paix imparfaite, une paix décevante en quelque sorte, parce qu'on aurait tous souhaité que l'Ukraine soit capable de reprendre les territoires conquis, restaurer pleinement sa souveraineté, que ça entraîne une chute du régime de Poutine, que la Russie se démocratise. Je l'aurais souhaité comme tout le monde. Ce n'est pas ce qui risque d'arriver. Soit on a une forme de paix décevante, mais réelle, qui est fondée sur une paix une forme de rapport d'enregistrer diplomatiquement une situation de fait, soit on accepte que se perpétue à la frontière de l'Europe une guerre qui peut toujours déraper en choc entre des empires nucléaires assez rapidement. Donc, la scène à la Maison-Blanche, elle était évidemment disgracieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, elle ne se réduit pas aux 3 dernières minutes qu'on a vues, mais qui n'a pas été choqué par la brutalité de Trump dans les circonstances? Ça me semble absolument évident. Et pour ce qui est de l'inquiétude par rapport à la Russie, parce qu'on me demande ce que j'en pense, moi, quand je regarde la Russie, je me mets dans la peau des Baltes. J'y peux rien, je suis québécois. Donc, je vois ce que veut dire vivre à côté d'un empire. Et je me mets dans la peau des Baltes, je me mets dans la peau des Polonais, je me mets dans la peau de ceux qui sont voisins d'un empire qui a la fâcheuse habitude de considérer que lorsqu'il ne vassalise pas ses voisins, il est diminué. Donc, j'ai la plus grande sympathie pour ces peuples qui vivent aux marges de l'Empire, et je ne vois pas pourquoi j'aurais le début d'un quart de huitième de sympathie pour l'Empire poutinien. Donc, je comprends que Mme Cagé pensait poser une question perspicace. Je constate qu'elle confirmait surtout le fait qu'elle connaissait mal le dossier, encore une fois. Au-delà de la question de Julia Cagé, est-ce que t'es étonné, Arthur, de ce qui s'est passé dans le bureau ovale, au-delà de la scène choquante, même de ce que ça dit géopolitiquement? Et ça va être un peu le dernier pan de ce débat, c'est va-t-on vraiment vers une forme de conflit généralisé dans le monde? Et est-ce que tu penses que cette scène-là est le début de ça? Est-ce que ça t'étonne? Alors, je pense qu'il faut revoir toute la séquence. Effectivement, c'était 50 minutes de conférence de presse dans le bureau ovale. Sur ces 50 minutes, on a d'abord 40 minutes qui se déroulent à peu près cordialement, où on voit surtout un échange entre Zelensky et Trump, où on sent que Zelensky est assez tendu, ce qui paraît quand même assez logique, parce qu'il attend des garanties de sécurité de la part des États-Unis au-delà du deal qu'il doit signer. Trump balaye un petit peu ces questions, et les 10 dernières minutes évoluent vraiment à partir de l'intervention de J.D. Vance, qui, lui, par contre, commence à être vraiment très agressif avec Zelensky. Il faut savoir que J.D. Vance est un idéologue. C'est quelqu'un qui, lui, pense vraiment que les États-Unis n'ont rien à voir avec l'Ukraine et ne devrait pas du tout s'intéresser à cette question. Hein. Il croit vraiment encore plus à l'America First que Trump, sûrement. Donc je pense que là, la discussion évolue, et à partir de ce moment-là, Trump se range du côté de J.D. Vance parce que Zelensky est un petit peu provoqué par J.D. Vance, que Zelensky s'agace des remarques de J.D. Vance sur le fait qu'il aurait du mal à recruter des hommes, sur le fait que les villes seraient ravagées, que son pays serait au bord du chaos, et il propose à J.D. Vance, il dit mais venez en Ukraine voir où est-ce qu'on en est véritablement, vous n'êtes jamais venu. Et J.D. Vance s'agace aussi, et Trump se range du côté de J.D. Vance. Thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate
what we're going to feel. C'est ce qui me fait peur dans cette séquence, c'est l'aspect très émotionnel, impulsif de Trump. C'est cette partie-là, plutôt que de la réelle politique, plutôt que quelque chose de très froid. Ce qu'est la réelle politique, juste pour les tester. La réelle politique, c'est considérer, au-delà des valeurs, au-delà des grands principes, que le monde fonctionne par des rapports de puissance, que les États sont organisés au-delà de leurs valeurs, au-delà de leurs convictions, au-delà des idéologies. Chacun c'est son aussi intérêt. L'école internationale, l'école réaliste des relations internationales. On défend d'abord des intérêts et on essaie de s'appuyer là-dessus. Si le monde était organisé de cette façon, selon Trump, parce que parfois on lui prête cette tendance, parce qu'effectivement Trump paraît être quelqu'un quelqu'un qui se détache très facilement des valeurs et très facilement des enjeux, des considérations morales liées à la géopolitique, il devrait quand même rester froid dans ce type de situation, savoir qu'il y a un deal à signer à la fin et ne pas se laisser emporter simplement par l'intervention de J.D. Vance pour choisir. C'est pour ça que je ne crois pas à la thèse du traquenard. Quand on dit que c'était un traquenard, je ne pense pas que c'était un traquenard. En tout cas, du côté de Trump, j'y crois pas. Je pense que du côté de J.D. Vance, il y avait peut-être une intention et je pense que J.D. Vance a été très fort pour manipuler Trump sur les dernières minutes de l'échange et c'est ça qui me fait peur. C'est cette capacité de J.D. Vance à balancer une grenade dégoupillée à Zelensky pour qu'il s'énerve, à en balancer une à Trump en lui disant « Tu te souviens quand Zelensky est venu aux États-Unis pour faire la campagne de Kamala Harris ?» et que d'un coup, Trump, du coup, s'en souvient, on dirait, et s'énerve, et à la fin, aucun deal est signé. Au-delà de l'intérêt de l'Ukraine, au-delà de l'intérêt des États-Unis, au-delà de l'intérêt des différents acteurs en présence, c'est cette réaction émotionnelle épidermique de Trump qui me fait peur. Et je pense que ça dit beaucoup de choses, parce que on voit très bien que Trump considère les relations internationales d'abord comme des relations humaines, ce que montrait sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen. On voit que pour lui, il faut rencontrer quelqu'un entre quatre yeux et que ça va suffire à nouer un deal. Et on voit que malheureusement, on aboutit souvent sur des deals qui sont quand même plus que peu désirable. Si j'étais Zelensky, j'aurais évidemment très peur de la capitulation qui voudrait être proposée par les États-Unis, tout simplement parce qu'il y a eu les accords de Doha sur l'Afghanistan où les États-Unis ont totalement abandonné le gouvernement afghan et Trump a simplement proposé aux Afghans de retirer ses hommes d'Afghanistan et de laisser les talibans faire un petit peu ce qu'ils voulaient avec le gouvernement afghan. C'est aujourd'hui la même méthode qui est employée par Trump pour l'Ukraine et évidemment ça peut faire que peur à Zelensky et au-delà de ça, ça doit faire peur à tous les alliés de l'Amérique qui se disent aujourd'hui qu'est-ce qui me garantit que l'Amérique va pas plutôt chercher à mettre 25% de droits de douane et me défendre si j'ai un problème. Et là-dessus, grosse intervention de Macron qui a l'air de désigner l'ennemi à l'Est qui est la Russie. Est-ce qu'on est en pleine escalade, Mathieu ? Je le redoute. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas de ceux qui croient que la Russie n'est pas une menace pour le monde occidental, d'autant que la Russie se veut une menace. Donc, ça règle la question assez rapidement. Ensuite, ce qui m'inquiète, cela dit, une fois cette chose posée, c'est l'instrumentalisation de l'inquiétude par rapport à la Russie pour accélérer le processus de fédéralisation européenne. Et ça, je pense qu'on est dans ce moment en ce moment, c'est-à-dire Emmanuel Macron, de manière très tactique et politique, puis ça se comprend, il fait de la politique, c'est de bonne guerre, il se projette dans le rôle de chef de guerre, chef des armées, qui est la fonction qui lui reste. Ça lui permet de reprendre le lead politiquement, ça lui permet de s'emparer de l'agenda, ça lui permet aussi de redécouper la vie politique. Donc, il y avait eu progressistes et nationalistes, maintenant il y a les patriotes et les défaitistes, tous les traîtres dans son esprit. Et ça, c'est une manière, je pense, c'est une logique qui correspond dans les faits à écraser l'esprit démocratique. C'est-à-dire, si vous avez devant vous non pas des adversaires légitimes, mais des traîtres, mais la vie politique ne tient plus. Puis on commence d'ailleurs maintenant à faire des listes de traîtres qui sont lancés dans l'espace public. Je trouve ça absolument sidérant. Mais non, ce que je redoute, c'est que l'instrumentalisation à des fins de politique intérieure de la menace russe qui est réelle, qui à mon avis n'a pas connu une croissance telle en l'espace de quelques semaines que d'un coup on serait au seuil d'une invasion. Mais assurément, pour les prochaines années à tout le moins, la Russie poutinienne va être une menace existentielle pour le monde occidental. Surtout si on est dans une logique otanienne. C'est-à-dire, si on est dans une logique non otanienne, la France ne risque rien sauf la guerre hybride. Mais puisque nous sommes liés, par exemple, avec une alliance avec les Baltes, eh bien, on est dans les conditions d'une forme de 1914 à l'ère nucléaire, c'est-à-dire une espèce de logique d'engrenage. Donc, si les Russes décidaient de s'en prendre aux Baltes et que les Français et les autres pays de l'OTAN décidaient d'honorer l'engagement de soutien aux Baltes, eh bien là, on rentre dans un scénario de choc nucléaire. Ce qui me semble absolument terrifiant. Voilà pourquoi j'en reviens sur la question de la paix en Ukraine. Ce n'est pas la paix qui aurait été souhaitée, mais c'est la paix possible. Et cette paix possible, c'est pas une paix kantienne, c'est pas une paix de réconciliation, c'est pas une paix où finalement on est tous des frères. C'est une paix qui suspend les hostilités sur un front absolument inquiétant pour, je pense, tous ceux qui redoutent le choc nucléaire.
Je vois pas en quoi faire la paix aujourd'hui en Ukraine, quels que soient les termes, permettrait de réduire la probabilité d'une guerre dans les États baltes. Enfin, demain, s'il y a la paix en Ukraine, la Russie, qui aujourd'hui perd environ 50 000 hommes par mois en Ukraine, des milliers de drones et qui met tout son économie de guerre au service de l'Ukraine, pourra simplement mettre cette économie de guerre près du corridor de Suwalki et en 24 heures prendre non, mais évidemment, la balle du reste de l'OTAN. Si les Russes veulent s'emparer des Baltes, c'est une opération qui effectivement dure quelques heures. La question n'est pas là. La question est que si on réussit à avoir une espèce de suspension des hostilités, une paix durable, on peut espérer, c'est une espérance raisonnable, tout en sachant que nous sommes dans des temps tragiques. L'espérance raisonnable consiste à dire il y a une baisse des tensions, une baisse des pulsions, une espèce de moment pulsionnel fort où chacun veut s'agresser potentiellement. Donc on éteint le principal foyer d'affrontement où les troupes de l'OTAN pourraient d'une manière ou de l'autre se rencontrer demain, même si les troupes européennes qui arrivaient sur le mode casque bleu plutôt que sur le mode de l'OTAN en venaient à être là pour assurer par exemple la ligne de protection. Il faut réduire autant que possible, je crois, les conditions matérielles de l'affrontement. Ensuite, personne ne s'attend à ce qu'on rentre dans des temps apaisés. Et je note par ailleurs que la question de l'usage de l'arme nucléaire, on recevait la semaine dernière au grand rendez-vous Hervé Morin, on lui posait la question si la France se veut désormais le parapluie nucléaire des Européens. Est-ce que la France considère par exemple que ça va, l'Allemagne très bien, la Pologne, qu'en est-il, les Baltes, on ne sait pas. Donc, quel sera le périmètre de la protection du parapluie nucléaire français si la France prend le relais des Américains en la matière? On entre dans un moment de révolution géopolitique, révolution stratégique. Mais ça, on a toujours eu cette ambiguïté stratégique sur le parapluie nucléaire. Depuis, c'est pas nouveau. Depuis De Gaulle qui considérait que le Benelux et la RFA faisaient partie des intérêts vitaux de la France. Depuis des instructions de Pompidou qui disaient que le parapluie nucléaire français intéresse l'Europe. On considère évidemment qu'il y a une ambiguïté stratégique et que parmi les intérêts vitaux de la France, il y a aujourd'hui l'Europe. Non, mais il y a plus qu'ambiguïté stratégique. Je vais juste préciser que les Russes soient à Charleroi pour se poser la question. Non, mais la question d'ambiguïté stratégique, il faut simplement savoir ce qu'on entend par l'usage de l'arme nucléaire aujourd'hui. Soit la France dit nous avons l'arme nucléaire, mais nous ne partagerons jamais le bouton et nous sommes désormais alors le pilier stratégique quasi impérial de l'Europe, de l'Europe. Soit nous consentons à moyen terme à une mutualisation de l'arme nucléaire pour permettre justement la fédéralisation de l'Europe. L'arme nucléaire étant le symbole de la fédéralisation de l'Europe. Je comprends très bien qu'on nous dit que c'est pas à l'horizon en ce moment. Je pense que ça fait partie de la dynamique de la logique fédéraliste européenne. Cette idée a été souvent proposée d'une manière ou de l'autre. Roland Lescure, si je ne me trompe pas, déjà proposé le partage. Pardon? Le partage du siège de la France à la NU. Bon, alors cette logique du partage de la souveraineté et de l'élément le plus matériel de la souveraineté qu'est l'arme nucléaire, ça fait partie du paysage idéologique du bloc central. Je prends au sérieux cette idée qui circule, même si on nous dit que pour l'instant, c'est pas à l'agenda. Non, mais pour le moment, tout ce qu'on peut voir depuis les quelques semaines qui se sont écoulées, où on voit la redéfinition des stratégies face à la Russie, c'est pas plus de fédéralisme. Tout ce qu'on a eu, c'est moins de fédéralisme parce qu'on a juste fait sauter les 3% concernant les dépenses militaires, en tout cas jusqu'à un certain plafond. Tout ce qu'on voit, c'est plutôt un assouplissement des règles européennes pour permettre aux États moins de fédéralisme. Je pense qu'en fait, le risque aujourd'hui, c'est à chaque fois qu'on traverse une crise, que ce soit la crise Covid, que ce soit aujourd'hui la crise géopolitique, c'est de vouloir rester dans un logiciel idéologique où on verrait des intentions cachées derrière des choses qui ne rentreraient pas dans ce logiciel idéologique. Alors aujourd'hui, pas des intentions cachées, des projets politiques qui s'inscrivent dans la longue durée. Des projets politiques s'inscrivent dans la longue durée. Il n'y a aucun projet aujourd'hui de fédéralisation de l'arme nucléaire française. Aucun. Personne n'a jamais évoqué ça, même techniquement. La mutualisation du siège à l'ONU, on entend. La mutualisation de l'arme nucléaire, c'était évoqué aussi. Je ne l'ai pas inventé, c'était évoqué. Donc, quand on voit cette idée on a profité de la crise Covid pour accélérer, quoi qu'on en dise, une forme de transvasement de la souveraineté française vers la souveraineté européenne. Pour la commande de vaccins? Non, je parle plus largement le rôle pris par Ursula von der Leyen comme personnage politique même dans les circonstances. Et là, moi, je suis encore une fois, je le dis, c'est pas prêter des intentions cachées, c'est constater qu'il y a une logique propre aux idées, une logique propre aux projets politiques, et que le courant européiste, qui est quand même assez fort, souhaite s'emparer des circonstances présentes pour accélérer la fédéralisation de l'Europe sous ce nom ou sous un autre. Je ne crois pas que ce soit une hypothèse exagérément audacieuse. Sur quelle partie la fédéralisation a avancé? Enfin, il y a eu les commandes en commun pour le vaccin. Bon, ça a été plus pratique de commander au niveau européen. Il y a eu les eurobonds, mais je vois pas autre chose. Alors, ce qu'on voit dans les circonstances. Premièrement, le projet de mutualisation de la dette européenne existe aujourd'hui. Ça fait partie des propositions qui circulent. Moi, je prends au sérieux, manifestement, c'est peut-être notre désaccord de méthode, je prends au sérieux les propositions qui circulent dans l'espace public, même quand elles ne sont pas encore explicitement
explicitement formulé à la manière de politique publique. Je prends au sérieux cette idée de mutualisation de la dette. Je prends au sérieux l'idée de mutualisation du siège de la France aux Nations Unies. Je prends au sérieux le transfert commun, constant de souveraineté vers les instances de la Commission européenne qui fixent les paramètres de l'action politique. Je prends au sérieux la possibilité, à moyen terme, d'une mutualisation de l'arme nucléaire. Je constate que la dynamique depuis Jean Monnet à aujourd'hui, c'est toujours moins de France et toujours plus d'Europe, toujours moins d'Italie, toujours plus d'Europe, toujours moins de nations, toujours plus d'Europe. Je ne pense pas que les européistes ont soudainement changé d'idée. Sur la mutualisation du siège, enfin, c'est un politique il y a 5 ans qui a évoqué le sujet. Évidemment qu'il y a un biais de confirmation et de sélection là, pour dire ça. Et oui, il y a quelqu'un qui a... Roland Lescure, corrigez-moi, il a failli devenir Premier ministre il y a quelques semaines. Ouais, bon, c'était discuté. Pour aller juste vers la fin, et j'aimerais qu'on termine en une phrase ou un petit mot chacun, c'est très... peut-être un point que vous trouvez particulièrement pertinent chez la personne avec laquelle vous avez débattu en face, un point d'accord, ou un point sur lequel vous a fait réfléchir, un point que vous trouvez particulièrement intéressant chez votre interlocuteur du jour. Nous n'avons probablement pas la même définition du libéralisme. Je constate donc qu'il y a une définition du libéralisme qui on va dire, à l'européenne, si je comprends bien, qui considère qu'il y a un plus grand danger pour la liberté d'expression en Europe qu'aux États-Unis aujourd'hui. Je ne l'avais pas pensé dans une perspective libérale, donc j'aurais appris qu'on peut penser ainsi. Non, je reconnais beaucoup de références à M. Bock-Côté, hein, et effectivement, il apporte aussi cette vision peut-être un peu plus américaine sur certains aspects des enjeux. J'espère que cette émission vous a intéressé. Nous, on a adoré la préparer en interne. On estime que c'est un sujet crucial pour comprendre ce qui va se passer dans le monde et en France avec les bouleversements politiques et géopolitiques. Si vous voulez trouver de nouveaux débats, de nouvelles émissions, je vous laisse regarder dans les pages de la chaîne pour trouver ce qui vous plaît. Et on se revoit très bientôt sur Le Crime.